Bonjour à toutes, bonjour à tous. Comme prévu, je vais faire un cours sur Illustrator, sur les bases d'Illustrator. Ce cours vient faire écho au cours que j'ai donné physiquement au puzzle, où vous étiez 8. Je vais revoir tout ce qu'on a vu ensemble, du début à la fin, de manière assez rapide. Par contre, vous pourrez revenir dans la vidéo en arrière et ça vous permettra comme ça de peut-être revoir une même notion plusieurs fois. C'est parti. Donc pour démarrer, on va voir ensemble, on va revoir ensemble les bases du logiciel et à la fois aussi des notions préalables de pixelisation et de vectorisation telles qu'on l'a vu pendant le cours. Ici, je vais réutiliser le support de cours qui a été créé par Clémence Touron et qui a été modifié par moi-même pour les besoins du cours. Donc, on a vu dans un premier temps la différence entre Illustrator et Photoshop. Le principe est que, comparé à Photoshop, Illustrator utilise un principe de vectorisation comparé à Photoshop qui utilise un principe de pixel. Si on vient par exemple ici, on voit qu'on a du texturing, on a du tracé, principalement aussi ici, où on voit qu'on a une sorte de matière, de crayonné, que l'on retrouve pas dans Illustrator, qui lui va faire des tracés vectorisés, c'est-à-dire des tracés qui peuvent être agrandis à très grande échelle, enfin à l'infini en fait, puisque tout est mathématique, basé sur des principes de points et de tangentes, comme on voit ici. Donc on va le voir, ça c'est le principe d'avoir, c'est un ensemble qui est fait sur le principe des courbes de Bézier. On va le voir ensemble quand on utilisera la plume. Ce sont des points reliés par des courbes qui sont déterminées par des tangentes. Ici, on ne voit pas les tangentes parce qu'on est sur un système de représentation, mais on va le voir sur le logiciel. C'est principalement autour des tangentes que ça va jouer et fonctionner. L'avantage d'avoir du vectorisé, c'est de pouvoir de ne pas avoir besoin de partir dans des résolutions incroyables et que justement, en travaillant en petit, en vectorisé, on peut ensuite agrandir comme on veut nos illustrations. C'est idéal pour l'impression. Alors on a deux types de couleurs ici. Vous avez le RVB à gauche ou RGB, donc rouge, vert, bleu ou red, green, blue. Et ici c'est sur magenta, yellow et black. En fait, la différence entre ces deux procédés, c'est la fusion des couleurs. Ici sur le RGB, on est sur de l'additif, c'est-à-dire que si on combine du rouge, du bleu et du vert, on obtient du blanc. Ici, sur du soustractif, si on mélange du magenta, du cyan et du jaune, on obtient du noir. C'est-à-dire que ici, la luminosité se soustrait, alors qu'ici, elle s'additionne. Si vous êtes sur des écrans, il faut imaginer que tout fonctionne à partir de lumière. Et donc, vous avez déjà entendu parler des écrans LED, par exemple, qui ne sont que des petites diodes qui font donc trois couleurs. Et une fois qu'on combine ces trois couleurs à l'œil, ça devient blanc. Alors que le CMYK, ou sur magenta, noir et jaune, c'est un principe d'impression, c'est-à-dire qu'on va, comme sur une imprimante, on va injecter des couleurs. Et comme si vous prenez de la gouache, par exemple, même principe, si vous additionnez de la gouache magenta, cyan et jaune, vous obtiendrez une sorte de marron noir. Théoriquement, ça atteint un noir parfait. Et donc ici, on est sur du soustractif, donc ça soustrait de la lumière à chaque fois que vous rajoutez de la couleur. Donc il faut retenir bien, à gauche c'est pour les écrans et à droite c'est pour l'impression. C'est au moment où vous créez votre document, on va voir, ça va être hyper important. Ensuite, les formats d'exportation que l'on n'a pas vu pendant le cours d'ailleurs, que je vais faire rapidement à la fin, il faut vraiment que j'y pense. Ensuite, on va venir directement sur l'interface du logiciel Illustrator. Donc ici, tout en haut, vous avez les menus qui permettent de faire des choses principales. Ici, en dessous, vous avez la personnalisation de votre outil. En fonction de l'outil que vous sélectionnez, vous allez avoir différentes options qui vont se créer. Alors ici, au niveau de l'interface, on va réinitialiser pour avoir un espace de travail un peu standard et sur lequel on va travailler ensemble. Donc là, vous allez en haut dans Fenêtre, espace de travail et non pas initialiser, pardon, autant pour moi, vous allez dans les indispensables classiques. Donc vous allez arriver sur cette interface ici, là. Juste pour les cours de base, on va cliquer ici, là en haut, dans Propriétés, vous faites clic droit et fermer. Bibliothèque idem, clic droit, fermer. Ça nous permet comme ça d'avoir
juste cet espace pour ce type de fenêtre. Pour les déployer, vous avez deux solutions. Soit vous avez un petit écran et vous restez comme ça et vous cliquez sur chaque élément qui vous débloque une petite fenêtre avec différents onglets. Mais je préconise, si vous avez la place sur votre écran, de déployer cette fenêtre de manière à pouvoir plus rapidement cliquer sur les espaces. Justement, on va revoir ensemble toute cette interface en sachant que là, les interfaces, ici vous avez différents projets, tous vos projets peuvent être ouverts et peuvent être mis sur des onglets comme dans n'importe quel logiciel. Et sachez aussi que si vous avez une fenêtre que vous voulez voir autre part, vous pouvez, comme là les calques par exemple, en bas à droite. Je peux cliquer sur le nom calque et déplacer la fenêtre. Donc ça va faire une fenêtre qui est déportée, que je peux agrandir, redimensionner, mais surtout que je peux aimanter sur certaines parties de l'interface. Là on voit par exemple, si je colle à gauche, il me crée un écran, une ligne bleue avec un petit espacement qui va montrer que le calque va se coller à cet endroit-là. Moi, j'aimerais bien que ça soit à droite. Hop, et je lâche. Et en fait, ça vient se coller dans mon interface. Alors bien sûr, on peut réduire la zone, parce que c'est pas forcément utile d'avoir une très très large zone. Donc on va revenir sur l'interface de base et revenir en haut à gauche sur Fichier. Donc vous avez Nouveau pour créer un nouveau document. Vous avez Ouvrir pour ouvrir des documents déjà existants. Vous avez Ouvrir récent, Fichier récent qui vous permet d'ouvrir toutes sortes d'anciens projets. Fermer, enregistrer sous qui permet d'enregistrer votre fichier soit en format AI, soit en format PDF si vous voulez enregistrer dans des formats annexes. Vous avez le format importer qui permet d'importer dans un document déjà ouvert de nouveaux documents, par exemple une photo si vous voulez rajouter une photo ou d'autres documents visuels. Vous avez exporter, donc on le verra tout à la fin, qui permet d'exporter votre document dans un format spécifique. Et ces deux formats-là, et ces trucs-là, on va le voir tout de suite quand on va créer le premier document. La édition, vous avez le couper, copier, coller, ce qui est assez standard sur tous les logiciels, peu importe, sur ordinateur. L'objet, ça on va le voir à un autre moment, surtout sur décomposer. Je vous rappelle juste que c'est un cours d'initiation, donc on ne voit pas l'intégralité des options. Ici le texte, on va voir aussi peut-être comment on peut utiliser un texte. Sélection, ça on va le faire plutôt à la souris plutôt que sélectionner. Vous avez ici les effets qui sont, vous avez vu ici, vous avez effet Illustrator et effet Photoshop. En fait, simplement, les effets Illustrator vont conserver la vectorisation, donc celle qu'on a vue tout à l'heure qui permet justement d'agrandir, etc. Alors que les fichiers Photoshop sont des fichiers qui pixelisent et donc en fait on perd cette notion de vectorisation et de pouvoir agrandir autant que l'on veut. Dès le moment où on applique ce type d'effet, le flou gaussien par exemple, cliquez sur aperçu, là on perd justement le côté vectorisé et on commence à choper du pixel. Ensuite, dans affichage et fenêtre, ce sont principalement des possibilités d'avoir des indicateurs supplémentaires. Là moi j'ai le magnétisme du point qui permet d'avoir, au moment où on fait des tracés, que les points soient aimantés et voilà, quand notre tracé va vers des points déjà existants, c'est assez utile quand on veut faire des dessins assez propres et éviter de trop déraper. Et les fenêtres permettent d'ouvrir deux nouvelles fenêtres, dont une, le Pathfinder, qu'on va voir qui est hyper important et qui n'est pas intégré dans ici dans l'espace de travail indispensable classique, il n'est pas dans cet ensemble et donc on va le rajouter a posteriori. Pour créer un nouveau document, vous allez cliquer ici dans Fichier, Nouveau et vous allez avoir cette fenêtre qui va s'ouvrir qui va vous proposer des presets, des présélections. Ici vous avez en haut différents supports qui correspondent justement à différents possibles supports sur lesquels vous allez diffuser votre travail. Ici nous on va essayer de faire des choses sur écran. Donc on va aller sur film vidéo, mais si par exemple vous voulez faire une affiche pour un film ou quelque chose comme ça, vous allez dans impression et par exemple là pour un magazine par exemple en A4, vous pouvez sélectionner A4 et avoir ici toute une sorte de présélection avec, si vous cliquez sur option avancée, vous allez voir qu'on va retrouver des choses qu'on a définies ensemble. Alors par exemple là, on imagine qu'on veut faire justement une page de magazine, donc on a une page A4.
On a 21, 29, 7 qui sont les notions en millimètres d'une page A4. Donc là, on parle d'impression sur un support physique. Donc c'est pour ça que ça se base donc sur des valeurs physiques. Donc on peut donner soit une orientation paysage, soit portrait. Bon, sur un magazine, ça va être un format portrait. Ici, vous avez les bords perdus qui donnent en fait... les bords perdus, c'est les bords qui sont servis au cas d'une découpe un peu... en fait, quand il y a une impression et que ça va être mis en magazine, les pages sont imprimées et découpées. Et en fait, lors de la découpe, on peut avoir justement un petit peu plus ou un petit peu moins que ce qui est prévu. C'est pour ça qu'il faut prévoir des bords perdus et déterminer souvent 5 mm de bords perdus. Et il faudrait que vos illustrations débordent sur ces bords perdus pour en cas de découpe, voilà, on n'est pas du blanc qui viennent s'incruster à l'intérieur de nos illustres. Ensuite, après ici, on a justement la gamme de couleurs telle qu'on l'a vu, où on a justement, comme on est en impression, donc quelque chose de physique, donc comme l'impression comme sur votre imprimante, donc plus on met de couleurs, plus ça s'assombrit. Donc là, on a une couleur en soustractif CMJN qui est proposée directement. Après, si vous voulez travailler sur un A4 mais qui va être diffusé sur un écran, alors revenez en RVB sur une gamme de couleurs qui correspond aux gammes écran. Idem sur la pixelisation. Ici, sur l'impression, on veut imprimer quelque chose en très bonne qualité. Par exemple, si vous voulez faire une publicité qui va être diffusée en écran géant, pas en écran géant, pardon, en diffusion géante papier dans la ville, etc. Mais il faut avoir des grosses définitions. Donc c'est pour ça qu'on va sur du 300 dpi qui est la norme haute pour les impressions. Par contre, pour les écrans, vous voyez, on est en 72 dpi. Donc, quand vous travaillez sur des grosses définitions, forcément, ça prend plus de mémoire. Donc, faites attention aussi à ne pas être trop gourmand. Et si vous travaillez pour un écran, ça ne sert à rien de travailler en 300 dpi, aller en 72 directement, ça sera plus performant. Et en plus, voilà, vous ne travaillerez pas pour rien dans des définitions trop élevées. Donc là, on reste en 300 pour un magazine, par exemple. Et on touche à rien et on valide, on crée. Donc, il va vous présenter comme ça un écran, un espace de travail avec justement la petite barre rouge qui vous montre votre fameux bord perdu de 5 mm. Donc on va voir ensemble l'interface à gauche. Ici donc on a le principe de calque. Alors le principe de calque, c'est quelque chose d'extrêmement important dans tous les logiciels. Alors on va faire un exemple tel que je vous l'avais fait pendant le cours. On va faire un carré j'ai dit vert. Ensuite après on va refaire un carré orange et un carré bleu. Ici, tous mes carrés sont dans le même calque puisqu'il était sélectionné. Vous pouvez les glisser et les cliquer et les placer dans un autre calque. Alors là, vous avez remarqué, vous, quand vous allez ouvrir, vous allez avoir un seul calque. Pour créer un nouveau calque, il faut aller en bas ici et vous avez une petite page avec le coin en bas à gauche corné qui vous permet de créer un nouveau calque. Et à chaque fois que vous cliquez, vous allez créer comme ça un nouveau calque. Donc j'étais sur un listing de 3 calques et là, comme vous pouvez le constater, le bleu passe au-dessus du orange qui passe au-dessus du vert. Ici, quand vous regardez votre pile de calques, c'est comme si vous regardiez la pile de calques vue du dessus. Donc le calque bleu est prioritaire sur l'orange qui est prioritaire sur le vert. Donc là, quand vous dessinez, on voit bien que le bleu, où qu'il soit, il passe par-dessus l'orange et par-dessus le vert. Et le orange ne passe pas du tout par-dessus le bleu, de toute façon, passe par-dessus le vert. Donc, principe de calque, c'est comme ça. Ce que vous voyez visuellement à l'écran, c'est comme si vous regardiez votre pile vue du dessus. Donc là, je fais CTRL Z pour revenir en arrière, pour récupérer mon illustration de base. Je vais supprimer mes calques en sélectionnant les calques, en faisant majuscule. Je peux sélectionner le premier, comme dans n'importe quel logiciel comme Word, Excel, etc. Ça va venir sélectionner tout ce qu'il y a entre mon premier clic. Donc je clique une fois, j'appuie d'abord sur majuscule, et je reclique. Et ça me permet comme ça de sélectionner toute la liste. Je la clique, je la glisse dans la poubelle en bas à droite. Et je supprime. Et donc je me retrouve avec un seul calque. Ici sur votre droite, vous avez les couleurs qui vous permettent de pipeter comme ça des couleurs sur un ensemble de nuances. Le guide de couleurs, ça on ne va pas le voir. Je suis désolé. Je le ferme, je fais clic droit fermé. Ici dans le nuancier, il est possible que vous ayez déjà un nuancier de couleurs qui soit affiché avec plein de couleurs. Tant mieux. Si jamais ce n'est pas le cas, vous allez venir ici dans la bibliothèque, faire nuancier par défaut, et comme on va créer pour de l'écran, on va prendre du RVB de base.
Donc vous sélectionnez toutes vos couleurs en faisant pareil, cliquez sur le blanc, majuscule, vous cliquez en bas à gauche, il sélectionne donc tout ce qu'il y a au milieu et vous cliquez glisser pour ramener ça dans votre chutier. Si vous ne trouvez pas les éléments, ici c'est possible que vous ayez cliqué sur n'afficher que les dégradés, n'afficher que les couleurs, donc afficher toutes les nuances, ça vous permet d'avoir comme ça toutes les couleurs. Donc cette partie nuancière en fait c'est une sorte de palette, imaginez comme une palette de peintre où vous avez toutes les couleurs qui peuvent être intégrées. Vous pouvez rajouter d'ailleurs les couleurs de l'illustration, on va le voir par la suite. Vous avez des formes qui vous permettent au moment où vous utilisez justement le pinceau de donner des formes spécifiques à votre... ça se voit pas sur un petit... je vous montre rapidement parce qu'on le verra après. Les symboles, ça on ne va pas le voir en fait. Hop, je vais fermer. Ici vous avez contour, dégradé et transparence. Alors le contour, ça vous permet justement de créer... Alors le contour, on va le voir ensemble. Ici par exemple, je vais créer avec l'outil forme. Alors si vous laissez votre clic enfoncé, vous allez avoir toute une liste de formes spécifiques. Là, on va utiliser un rectangle. Un rectangle sur Illustrator, ça se présente de deux manières différentes. Vous avez un fond et un contour. Ici, dans le nuancier, vous allez remarquer qu'on a vu qu'en haut, là, on avait une couleur et on avait un petit carré là qui fait en fait un contour avec un intérieur vide. Alors la barre rouge, ça vous montre en fait que vous ne voulez pas qu'il n'y ait de contour. Là, par exemple, je n'ai ni contour ni fond. Alors par exemple, si je mets un fond vert, il me met un fond vert à ma forme que j'ai créée au préalable. Si vous voulez lui donner un contour, il faut cliquer ici, ou faire X, ça permet d'intervertir les deux, et de donner une couleur à votre contour. Alors là, j'ai mis une couleur, par exemple, ça ne se voit pas, mais en fait, elle est bel et bien là. Si vous zoomez, vous voyez qu'elle a un contour. Alors, justement, comment épaissir ce contour? Eh bien, il faut aller ici dans contour, et on voit qu'on est à 1 pixel. Si on augmente la valeur, on rajoute une épaisseur. Alors, bien sûr, il y a des chiffres prédéfinis. Voilà. Et donc, si on modifie la couleur du contour, voilà. Si je veux revenir au fond et modifier le fond, je clique sur le fond ici dans le nuancier, et je modifie le fond. Et je reviens au contour, et je modifie le contour. Ici, là, le contour, en fait, il permet de déterminer la forme du contour. Par exemple, ici, là, l'aspect. Alors, malheureusement, là, ça, c'est l'aspect de l'extrémité. Donc, là, comme on a quelque chose de fermé, on ne voit pas l'extrémité. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une forme avec la plume qu'on va voir ensuite. Voilà. Ici, on voit que mon extrémité est carrée. Si je clique ici, là, sur l'extrémité arrondie, on voit que ça arrondit les deux extrémités. Si je fais un carré, alors là, la différence, c'est que là, le carré, il va au-delà de la fin du tracé. Si le premier, en fait, il s'arrête nickel au tracé, sinon ça va plus loin. Au niveau de l'angle, là, je peux sélectionner, je peux revenir et prendre mon rectangle en même temps. Si je prends les deux, en faisant un clic glissé ou en faisant CTRL A, je peux comme ça venir sélectionner justement non plus la bordure, puisque le carré n'a pas donc d'extrémité, pardon. Je peux donner un angle au coin. Ici, mon tracé n'a pas de coin, mais mon carré en a. Et si je sélectionne justement le deuxième, on va voir les coins arrondis, pardon, et des coins biseautés. Voilà. Et pour le troisième contour, l'alignement contour, simplement, vous voyez en bleu là, on a un tracé fin qui correspond au tracé que j'ai fait moi avec la forme et avec la plume pour l'arrondi. Ici, vous pouvez déterminer si votre contour se situe en gros à l'intérieur et à l'extérieur de votre tracé, soit complètement à l'intérieur, soit à l'extérieur. Alors là, on va regarder ce que ça donne, surtout sur le carré. Ici, on est sur le contour centré, donc ça va au-dessus, enfin, à l'intérieur et à l'extérieur de votre contour. Donc on voit bien ici, par exemple à droite, qu'on va bien à l'intérieur, à l'extérieur. Si on clique ici, ça ne va qu'à l'intérieur, donc ça va de 60 pixels vers l'intérieur. Et on peut faire la même chose avec l'extérieur, où ça va de 60 pixels à l'extérieur. Donc vous avez remarqué que ça ne s'applique que sur des tracés fermés, non pas ouverts. Ici, les pointillés vous permettent, quand vous cliquez sur pointillé, de déterminer différentes choses. Alors là, le tracé il est de 12, sauf que comme on a une épaisseur de 60, bah, l'épaisseur prévaut, enfin elle est tellement grasse qu'en fait on ne voit plus les tirés. Donc là, si par exemple on descend à 12 par exemple, on va voir qu'en fait il fait bien des tirés
de 12 de longueur, qui correspond à l'épaisseur, donc c'est pour ça que ça se touche. Ensuite, le dégradé. Alors le dégradé, il permet justement de donner un dégradé à votre forme. Alors à votre forme, que ce soit dans son remplissage ou dans son contour. Donc si là je reviens sur mon carré, je vais revenir sur un carré standard. Je vais enlever les tirés de mon contour, là je vais décocher pointillé. Pardon, il faut le sélectionner d'abord. Et je vais augmenter la taille de mon contour pour bien qu'on voit. Je vais revenir sur un contour tout à fait neutre, donc je vais sélectionner tout à gauche, toutes les options à gauche. Ensuite, je vais revenir dans dégradé. Si ici, là, vous avez vu, on a le même icône que dans le nuancier. Si on clique sur dégradé, il va appliquer sur ce qui est en avant, c'est-à-dire ici, il va appliquer sur le contour. Moi, ce que j'aimerais, c'est que ça soit sur le fond, donc je clique sur le fond pour le refaire passer devant, et je clique sur le petit icône dégradé. Donc, il va m'appliquer un dégradé dans la forme. Ici, en dessous, vous allez pouvoir choisir les couleurs. Alors, pour ce faire, vous allez double-cliquer sur la première forme, et ensuite aller modifier les valeurs. Alors là, vous avez vu, on n'a que le noir et blanc, mais vous pouvez rajouter, ici, là-dedans, vous cliquez sur le nuancier qui vous propose votre nuancier, donc vos couleurs, et ça vous permet comme ça d'avoir l'accès au nuancier dans le dégradé. Là, par exemple, après, je double-clique, idem, si vous êtes ici, dans le noir et blanc, vous pouvez cliquer sur le nuancier, et comme ça, aller choisir une couleur. Et donc, là, on a notre dégradé qui est créé, et si je veux rajouter une valeur dans mon dégradé, je peux cliquer juste en dessous. Vous avez vu, il y a une flèche avec un petit plus. Ça permet comme ça de modifier, de rajouter une valeur. Voilà. Et ensuite, vous pouvez modifier le positionnement. Et là, vous avez vu, en direct, vous avez le positionnement de votre dégradé. Ici, vous avez un petit carré qui permet de modifier les variations. Alors ça se met à jour au moment où vous allez lâcher le clic. Hein, donc n'hésitez pas. Voilà. Donc voilà comment créer un dégradé. Par contre, vous avez remarqué que le dégradé, il est que horizontal. Parce qu'il est linéaire. Ensuite, après, vous pourriez, si vous voulez, l'avoir en radial. Donc c'est-à-dire circulaire. Et comme ça, il va aller du centre vers l'extérieur. Donc au centre, on a bien du bleu. Ensuite, on a du mauve. Et ensuite, on a une sorte de rose pâle passé. Ici, vous avez l'angle. Alors l'angle, il ne se voit pas dans le circulaire forcément, puisque c'est concentrique. Mais si on part sur du linéaire, on voit qu'on peut orienter notre dégradé. Ici, il est en diagonale vers le bas, à moins 45 degrés. Ici, il existe dans les options un outil dégradé avec G. Si jamais il est possible, par exemple... Ah non, là, il n'y est pas. Hop. Donc l'outil dégradé, quand vous le sélectionnez, ça vous permet de donner l'angle à votre dégradé. Donc là, si on fait un simple clic, ça ne fait rien. Il faut laisser son clic enfoncé et tracer une trajectoire. Et de cette manière, vous allez donner un angle à votre dégradé. Voire même toute son amplitude. C'est-à-dire que votre premier clic correspondra au bleu et quand vous lâchez, le petit carré correspond au dernier. Donc si jamais je vais du coin en bas à gauche à en bas à droite, il fait bien un dégradé du bleu au rose en passant par le mauve dans cet ordre-là. Bleu, mauve et rose. Si jamais je fais un tout petit cliquer-glisser, il va me faire bleu, mauve et rose beaucoup plus rapidement. Donc le dégradé, finalement, il n'est que dans cette amplitude-là que j'ai donnée. Voilà. Je vous invite à essayer tout ça après. La transparence, nous allons le voir plus tard, ça permet de faire des masques. Ici, l'aspect, le style graphique, on ne va pas le voir non plus. Je suis désolé. Pour une initiation, ça va faire un peu beaucoup. Je ferme. Hop. Même les plans de travail, on va le voir, mais ça sera pour plus tard. Donc, nous avons fini à peu près avec cet espace ici. Nous allons venir un peu plus sur les outils. Les outils, vous avez donc en premier la flèche noire qui permet souvent de sélectionner un objet et de le déplacer. Là, on va par exemple créer différents objets sur un même calque. Hein. Je reste sur un seul calque. Vous avez remarqué qu'à chaque fois qu'on crée un nouvel objet, il se met dans le même design que le précédent qu'on a sélectionné. Alors, vous avez remarqué aussi que là, mes formes sont parfaites dans le sens où si vous cliquez sur une forme, un rectangle,
votre sélection, vous pourrez faire des carrés comme ça, comme ça, comme ça. Pour faire des formes homogènes, c'est-à-dire, là par exemple un carré, je laisse mon doigt appuyer sur majuscule. Ça va garder la proportion. Voilà. Pareil pour le cercle, ou le cercle, l'ellipse. Là, je peux faire n'importe quoi. C'est dur de faire un cercle parfait. Alors qu'en fait, si vous sélectionnez, vous commencez votre forme, vous appuyez sur majuscule, et vous continuez votre forme, là, ça fait des proportions parfaites. Désolé, je vais nettoyer un peu, garder mon rond parfait. Je vais revenir sur le rectangle, je vais refaire un carré en laissant majuscule enfoncé. Ici, vous avez l'outil rectangle arrondi. Alors, le rectangle arrondi, c'est ni plus ni moins qu'un carré, dont les coins, vous avez vu, il y a des petits ronds qui permettent d'arrondir les coins des formes. Là, pareil, si je sélectionne ce carré-là, je peux arriver, donc c'est un carré qui a été fabriqué avec l'outil rectangle pur, mais en arrondissant les coins, je me rends compte que j'arrive à la même forme que coin arrondi. Et idem, si je prends ce coin arrondi là et que je pousse ce petit rond là, un peu important, c'est les 4 coins, jusqu'au fond, et ben je me retrouve avec un carré normal. Ça arrondit les angles ou ça les désarrondit. L'outil polygone, c'est pareil. Là, lui, il a la proportion instantanée. C'est juste qu'avec majuscule, vous pouvez lui donner un angle propre. Et idem, si vous sélectionnez votre forme et que vous cliquez sur un coin, vous pouvez arrondir comme ça. Pour avoir une modification de la forme de manière précise, c'est la flèche blanche. Alors quand je dis précise, ça veut dire que quand vous avez la flèche noire, vous pouvez cliquer sur un objet, vous pouvez, comme ça en cliquant sur les coins, modifier sa taille ou le déplacer si vous cliquez au milieu de votre forme, vous pouvez la déplacer. Mais vous ne pourrez pas modifier vraiment son tracé à proprement parler. Et pour faire ça, il faut aller sur la flèche blanche qui permet justement de modifier le tracé. Donc là, on a un tracé qui a été fait, je peux cliquer sur un coin et modifier son tracé. Là, vous avez remarqué qu'on a justement une sorte de tracé un peu particulier qui est en fait un tracé de forme qui est justement celui qu'on a entreaperçu dans la preview de ce qu'était le dessin vectoriel, c'est-à-dire des points avec des tangentes. Là, on voit qu'on commence à en avoir une. Mais pour bien exprimer ce que représentent ce qu'on appelle les courbes de Bézier, donc des points avec des tangentes, on va utiliser la plume. Alors, vous avez remarqué, je suis passé au-delà des deux premiers, des troisième et quatrième outils parce qu'on va les voir ensuite. Donc, je vais tout sélectionner, CTRL A, supprimer. Je vais venir chercher ma plume. Et donc, on va voir ensemble comment faire cette fameuse plume. Alors, cette plume, ici, quand vous laissez votre clic enfoncé, vous avez plusieurs outils, mais qu'on va voir, on peut les avoir par des raccourcis. Donc, on va juste sélectionner la plume d'origine. Donc, on va commencer en faisant un premier clic qui va faire le début de notre tracé. Et instantanément, vous allez voir qu'il va tracer un point entre votre point d'origine et votre deuxième potentiel point. Si vous cliquez simplement, il va faire une ligne, et une ligne, et une ligne, et une ligne. Mais si vous voulez faire une courbe, il faut donner un angle à cette fameuse courbe. Et pour ce faire, vous devez laisser votre clic enfoncé et avancer vers la suite du tracé. Et de cette façon-là, vous allez créer une tangente. Et là, la courbe, justement, elle est orientée par rapport au précédent point et surtout à ses tangentes. Là, on voit ici que la tangente qui amène à la suite oriente déjà mon tracé. Là, je vais cliquer et faire un cliquer-glisser toujours vers l'avant du tracé. Et de cette manière-là, je vais donner une prédisposition à la fois à mon tracé précédent avec cette tangente qui va vers l'arrière et une orientation du prochain tracé avec cette tangente qui va vers l'avant. Alors là, je vais faire échappe pour sortir de mon tracé pour venir récupérer la flèche blanche et venir jouer avec ces tangentes. Je peux sélectionner un point, comme je vous disais, et modifier comme ça mon tracé, mais je peux également intervenir sur les tangentes. Et comme ça, je peux faire bouger mes tracés. Alors le problème ici, c'est que mes tangentes, elles viennent par binôme. Alors peut-être que moi je veux faire que ma première courbure ici soit droite et qu'ensuite ça soit incurvé. Je peux venir tracer, ramener comme ça, autant l'orientation est
indexé sur les deux, autant si je prends et que je ramène ma tangente au point, c'est-à-dire que je supprime la tangente finalement, ça crée une ligne droite. Et donc après, je peux comme ça venir changer l'inflexion de la deuxième exclusivement, la première étant supprimée. De cette même manière, je peux venir supprimer la tangente en la ramenant au point. Donc ce point-là n'a que la prochaine tangente. Et si je veux récupérer mon tracé et continuer, je sélectionne la plume. Et quand je viens sur mon dernier point de tracé, vous avez vu, il y a un petit slash qui veut vous dire qu'en gros, en cliquant là, vous sélectionnez un dernier point de tracé et vous pouvez continuer votre tracé. Hop. Donc si vous faites échappe par inadvertance ou sélectionnez un autre outil, vous revenez sur la plume, vous revenez au tracé, vous avez la plume avec le slash et vous pouvez continuer comme ça votre tracé. Et donc, en sélectionnant la flèche blanche, vous pouvez revenir et réajuster votre tracé. Alors là, par exemple, ce qui m'embête, c'est que j'ai un angle. Et moi, j'aimerais bien que ça soit un tracé, tel qu'on l'a là, une courbe. Donc vous prenez votre plume, et là, quand vous allez revenir sur votre point, il va vous poser une question, en fait, c'est est-ce que vous voulez supprimer ce point? Et c'est de cette manière-là, en fait, que vous pouvez supprimer des points de tracé. Cette manière-là. Et de cette même manière, si vous venez sur votre tracé au milieu entre deux points, vous pouvez remettre un point de cette manière-là. Alors bien sûr, vous ne pouvez pas rebouger ce point avec la plume, puisque sinon, il vous propose de le supprimer. Donc vous pouvez revenir avec votre flèche blanche et modifier votre tracé. Et là, on a toujours ce même problème que je viens d'aborder, qui est que avant il y avait des courbes et maintenant il n'y en a plus. Donc on va revenir sur la plume, je reclique sur la plume, et là quand je reviens sur le point, bien sûr j'ai le moins, et si vous appuyez sur Alt, il transforme en un outil qui permet justement de créer des inflexions, des courbes. Et là si vous cliquez, vous allez vous rendre compte qu'en faisant cliquer, glisser, c'est comme si vous venez de tracer ce point, vous veniez de tracer ce point. Et comme ça, vous donnez une tangente à ce nouveau point. Idem ici à gauche, je voulais justement créer une inflexion. Hop, je clique en appuyant sur Alt, hein, bien sûr, et ça permet comme ça d'avoir une orientation. Alors, pour ces outils-là, alors ici, là, vous avez l'outil lasso qui permet justement de sélectionner un ensemble de points. Donc là, j'ai enroulé ces trois points-là et vous avez vu que les autres points sont blancs, donc non sélectionnés. Et si je viens avec ma flèche blanche et que je sélectionne un, vu que les autres sont sélectionnés, hop, je bouge l'ensemble. Ça peut être bien d'avoir comme ça, hop, au lasso, on revient sur la flèche blanche et je bouge l'ensemble des éléments. Alors l'outil baguette magique, c'est comme sur Photoshop, c'est que ça permet de sélectionner plusieurs éléments qui ont le même design. C'est-à-dire que si jamais je fais, hop, je vais faire un carré donc dans le même design, je vais faire un rond dans le même design, mais je vais faire une étoile, pas du tout dans le même design. Je vais faire d'abord quelque chose d'uni à l'intérieur et je vais faire un contour rouge, noir. Allez, hop. Et bien si je sélectionne la baguette magique, si je clique sur un élément, il va sélectionner tous les éléments ayant le même design. Par contre, donc avec l'étoile, pardon, vu que personne n'est comme lui, ça le sélectionne tout seul. Par contre, si j'avais fait un carré hop, dans le même design, je sélectionne la baguette magique. Si je clique sur l'étoile, il va sélectionner l'élément qui a le même design. Ça peut être bien si vous voulez par exemple modifier la couleur de tous ces éléments. Par exemple là, vu qu'ils sont tous sélectionnés, si je change la couleur du contour en rose, ça change tout. Idem pour les autres, si je les sélectionne avec la baguette magique et que je viens modifier justement le dégradé, je reviens sur le dégradé qu'on a vu tout à l'heure, et que je viens modifier une couleur, il va modifier la couleur pour tous les éléments. Quand on a une illustration qui est unifiée sur certains styles, ça peut être bien la baguette magique. Voilà, je sélectionne tout et je supprime. Nous allons voir donc la suite des éléments avec la plume courbe. Alors par exemple, on va voir ensemble, si on veut faire un cercle comme je vous l'ai dit pendant le cours, on va essayer de faire un cercle. Donc un cercle pour moi c'est 4 points. Bon, bah là je peine un peu, je vais essayer de modifier justement en sélectionnant ma flèche blanche. Voilà, c'est un peu compliqué.
de faire un cercle parfait. J'essaye, mais... Là, pour être sûr que vos tangentes soient bien horizontales et verticales, vous appuyez sur majuscule, ça permet d'aimanter. Justement, là, vous avez vu, là j'ai du mal à savoir si c'est vraiment droit. Si j'appuie sur majuscule, hop, il s'aimante et il me met à la verticale. Bon, j'y arrive pas. Alors qu'avec cet outil-là, qui est l'outil plume incurvée, il me semble, outil courbure, autant pour moi, si vous cliquez en haut, vous cliquez à droite, il vous met déjà une courbure. Et là, la forme est un peu meilleure. Par contre, c'est vrai qu'au niveau voilà, de la forme, le fait est que les points ne sont pas forcément alignés et ils sont surtout, vous avez vu, il fait des courbes automatiques, mais c'est pas parfait. Si vraiment on voulait avoir, par exemple, un rond parfait, on pourrait s'amuser à faire un carré homogène. On le pivote, vous le sélectionnez. Vous avez vu ici, quand on arrive sur le coin, on peut bouger. Mais on peut également le pivoter en ayant le curseur qui n'est pas tout à fait sur un coin, mais qui est un peu décalé. Vous avez vu ici, ça met un icône rotation. Donc là, en fait, pourquoi je fais ça? Je vais juste baisser la taille du contour. Donc je vais dans contour. Je vais mettre à 3. Pourquoi je fais ça? C'est parce que comme ça, on peut s'amuser à aimanter. Ah oui, alors... Je vais faire quelque chose. C'est que là, ce que j'aimerais, c'est utiliser ce rectangle-là qui, dans un cercle, par exemple, si je reprends l'outil cercle, on se rend compte que, en fait, un cercle, c'est ni plus ni moins que 4 coins qui correspondent en fait à un carré. Donc en fait, je me dis avec l'outil courbe là, pour avoir justement la précision pour faire un rond, je peux utiliser justement ce carré comme un guide. Donc je vais juste le sélectionner et je vais dans les calques. Vu que là, si je clique avec la plume sur ce tracé-là, il va vouloir que je le modifie. Donc ce que je voudrais, c'est que toutes ces formes-là arrêtent de bouger et que j'écrive par-dessus. Donc je peux soit créer un nouveau calque et dessiner par-dessus et verrouiller celui du dessous ici avec le petit cadenas. Ou je peux, au sein du même calque, donc là, je vais revenir ici, je vais le déployer. Ici, je peux verrouiller toutes mes formes et venir utiliser la plume et utiliser le carré comme un guide sans modifier son tracé puisqu'il est verrouillé, donc on ne peut pas intervenir dessus. Et là, vous avez remarqué qu'en utilisant justement les coins du carré comme un guide et en utilisant la plume incurvée, l'outil courbure, je peux arriver justement à faire un carré parfait, un rond parfait en utilisant justement les coins. Donc là, je vais tout déverrouiller et tout supprimer. CTRL A, supprime. Ici, vous avez donc l'outil texte qui, quand vous cliquez dessus, peut être un texte captif, c'est-à-dire qu'il peut être dans une zone qui est déterminée par une forme, si vous voulez. Vous avez un texte curviligne qui peut suivre une courbe. Vous avez un texte vertical captif, curviligne verticale, c'est-à-dire que les lettres ne suivront pas la courbe de la même manière. L'outil texte, quand vous cliquez, vous avez directement du lorem ipsum qui se met en place, c'est-à-dire c'est un texte en latin qui permet de faire des remplissages avec un texte qui est déjà prédéfini, qui vous permet comme ça de prévoir un petit peu vos blocs texte, etc. Donc on a directement l'élément qui est sélectionné et en haut vous avez remarqué que vous avez justement les options qui sont liées à votre outil, c'est-à-dire que vous avez le fond, le contour, parce que oui on peut donner du contour à vos textes. Ici le contour vous avez vu il est à 0 puisque c'est du texte standard. Vous avez l'opacité, vous avez le type de caractère, donc la police d'écriture, le type de graisse ou d'inclinaison. Vous avez la taille ici, je vais d'ailleurs l'augmenter en appuyant sur majuscule, donc j'augmente de 10 en 10. Et ici vous avez l'alignement, bref c'est de la mise en page ultra standard, telle que vous l'avez sur Word. Voilà. Une fois que vous avez modifié votre texte, vous pouvez appuyer sur, donc une fois que vous avez tapé, vous appuyez sur CTRL Entrée pour valider votre texte et pouvoir le modifier. Alors si jamais vous ne retenez pas, vous êtes en train de taper, vous cliquez sur la flèche et ça va directement vous sortir de votre texte. Pour revenir, vous appuyez sur T, et avec votre outil, vous venez au milieu de votre texte et ça permet de modifier comme ça. CTRL Entrée, je le répète, pour valider ce texte. Et donc là, on peut lui donner les couleurs que l'on veut, on peut aller sur le contour et lui donner un autre contour rouge par exemple, augmenter la taille du contour. Alors, évidemment, c'est très très moche, mais ça vous permet comme ça d'avoir
une preview de l'outil texte. Alors je vous montre rapidement sur une forme. Hop. Donc là, on va prendre le texte. Si on rapproche le texte d'une forme, vous avez vu, il met l'icône, un icône qui permet justement de mettre le texte dans une zone. C'est en fait l'équivalent de l'outil texte captif. Alors là, vous avez vu, on voit pas tout, mais il y a un petit plus qui vous indique en gros qu'il y a du texte en dehors de la zone. Donc si jamais je réduis la taille, toujours avec majuscule pour aller plus vite, je me rends compte que... Voilà. Alors le texte est écrit de la droite parce qu'ici, là au niveau du paragraphe, je suis aligné à droite, mais si je me mets à gauche, voilà. Donc vous avez ce type-là. Vous avez également, si on clique sur le texte et qu'on fait l'outil texte curviligne, hop, ça peut être sympa ça. Et sinon, vous avez le texte curviligne. Alors là, on va montrer le texte curviligne vertical et horizontal, la différence. Ici, on va faire du curviligne standard. Hop. Voilà. Et là, maintenant, on va faire du vertical. C'est très étrange. Ah voilà. Oui, si vous orientez les lettrages, en fait, le lettrage suit le tracé. Ici, dans le caractère, si vous mettez un 90 degrés, par exemple, là, sur un texte curviligne horizontal, il ne bouge pas. Par contre, sur du vertical, il va se mettre comme ça, à la verticale. Donc voilà pour l'outil texte. Ici, vous avez l'outil tracé qui permet de faire des tracés. Donc là, on ne voit rien parce qu'il n'y a pas de contour, comme on l'a vu. Je vais mettre un contour plus épais. Donc là, on a l'outil trait qui permet justement d'avoir l'outil arc, l'outil spirale, l'outil grille rectangulaire. Voilà. Ça, ce sont des formes en tracé et non pas en intérieur. Vous avez vu, bon après, bien sûr, les formes peuvent être remplies. Mais principalement, c'est pour du tracé. Ensuite, ici, vous avez donc les formes qu'on a déjà vues, donc carré rond jusqu'à étoile. Vous avez le pinceau qui, lui, nécessite d'avoir un contour et également une forme. Ici, si on augmente par exemple la taille du contour. Voilà. Et après, c'est lissé en plus par Illustrator, c'est absolument magnifique. Alors, le formule de tâche, ça permet de remplir. Et en fait, quand vous sélectionnez votre élément, en fait, il vous fait une zone et non pas un tracé, parce que ça reste en tracé. Ça peut être modifié en tant que tel, en modifiant dans le nuancier, par exemple, la couleur de votre contour. Mais celui-ci, en fait, c'est une forme pleine. C'est-à-dire que si vous voulez modifier le contour se met au-dessus de cette forme, en fait. Je le refais. Ici, vous avez le pinceau qui va créer une zone, finalement. Alors là, ça fait... Vous allez me dire, ça fait la même chose que ça, mais non, regardez, si je sélectionne les deux, un est encore un tracé avec un contour, alors que lui, c'est une forme pleine. Voilà. Ici, donc, je vais revenir sur le pinceau. Cela, on ne verra pas. Vous avez l'outil gomme. Si, par exemple, vous avez fait un tracé et que vous voulez gommer un endroit, hop, et il va directement recréer les points pour refaire un vrai tracé. Avec la plume, faire un tracé. Et en venant sélectionner cet outil-là, on peut venir au milieu d'un tracé et commencer à faire varier l'épaisseur
où on veut, on rajoute comme ça des points et ça permet de donner des dynamiques à des tracés. Ici vous avez la pipette, si par exemple vous avez un carré dans un style particulier, alors on va le faire là par exemple. Hop. Ici on va modifier l'intérieur. Si vous voulez que ce carré là récupère le style de ce carré là, il vous suffit ici de venir avec la pipette et d'aller pipeter l'autre carré. Je fais CTRL Z, imaginez je sélectionne celui-ci et je veux avoir le style de celui-ci. Je prends la pipette et je sélectionne. Et il va remplacer directement le contour et le fond. Voilà la pipette, tout le reste c'est pas nécessaire. Si peut-être ce plan, l'histoire des plans de travail, c'est assez intéressant. Notamment, comme je vous l'expliquais pendant le cours, pour faire des PDF. En imaginant que vous avez un magazine à faire ou quelque chose comme ça. Ici, sur l'outil espace de travail, on voit qu'on a notre espace de travail qui a été créé au préalable au moment justement de la création du document. On peut également dupliquer cet espace de travail dans le cas où on aurait un magazine avec plusieurs pages à faire. Eh bien, on peut ici, en haut, justement, vous avez les options de votre outil. Vous pouvez créer un nouveau plan de travail, ici, en cliquant pareil sur le même icône qu'on peut retrouver en bas à droite pour faire un nouveau calque. On clique et il nous crée un deuxième espace de travail, ce qui est vraiment génial puisqu'en fait il est collé juste à côté et comme ça on peut en créer plusieurs pour faire plusieurs pages. Alors là on ne les voit pas, il faudrait dézoomer et pour dézoomer vous avez l'outil zoom ici avec Z, donc moi j'appuie sur Z par exemple et je vais là soit zoomer, si je clique je zoome, si j'appuie sur Alt il me met la loupe moins et donc ça me permet comme ça de dézoomer. Alors il y a une technique qui est beaucoup plus rapide, qui est que en fait vous appuyez sur Alt et avec la molette avant et arrière vous pouvez zoomer, dézoomer à l'endroit de votre clic de souris. Donc si moi je veux viser en haut à gauche de ce document là et que je fais la molette vers le haut, je zoome vers cet endroit là. Alors là le problème c'est que j'aimerais bien me déplacer un peu à gauche. Alors bien sûr vous avez les petites réglettes ici, mais vous avez aussi l'outil main H ou espace. En appuyant sur espace vous avez la main qui va apparaître et ça vous permet comme ça de vous déplacer dans l'espace la zone de travail. Et non pas l'espace de travail qui sont les espaces ici. Et comme ça, si vous créez dans un magazine, ça vous permet d'avoir une vue globale sur toutes les pages de votre magazine. Et au moment de l'exportation, si vous faites enregistrer sous et que vous allez en PDF, il y utilisez les plans de travail pour créer justement un magazine avec les 6 pages du magazine inclus dans le PDF. Une fois que vous avez terminé votre illustration, en imaginant que justement vous avez terminé votre mise en page, etc., vous pouvez justement faire fichier, exporter, exporter sous. Et de cette manière-là, en fait, vous pouvez exporter sous plusieurs formats. Alors PNG, JPEG, JPEG étant la norme pour exporter des fichiers pas très lourds. Donc vous pouvez cliquer là-dessus. Vous pouvez soit laisser tel quel, c'est-à-dire qu'il va prendre tous vos objets et il va faire une sélection autour à l'extrémité au bas, droite et gauche de vos illustrations, ou vous cliquez là et vous utilisez vos plans de travail, donc c'est les espaces blancs que vous avez au préalable préparés. Ici, si on exporte justement avec les plans de travail, on va avoir le blanc autour de notre illustration. Là, je vais faire exporter. Alors là, il vous propose soit vous voulez l'exporter en RVB ou en CMYN, sachant que là, bon, nous, on avait fait, le document là, il est d'origine en RVB, on va laisser en RVB. La définition pour l'impression, 72, 150 ou 300. Et ensuite, vous laissez ligne de base, etc. Vous mettez la qualité à 10 pour la compression du JPEG et vous mettez OK. Là, je vais faire la même chose, je vais faire fichier exporter, mais vous allez voir, je ne vais pas cliquer sur l'espace de travail et je vais laisser tel quel. Je vais mettre OK et hop, je valide. Et si là, je retourne sur mon espace, je vais constater que justement, nous avons là le fichier qui a été fait sans l'espace de travail, donc c'est vraiment en bordure d'illustration, et l'enregistrement avec l'espace de travail, donc qui a la zone autour. On va revenir là un instant, juste avant de conclure, on va revenir un instant sur le Pathfinder, le fameux, ici là vous allez dans Fenêtre, Pathfinder. Quand vous le créez ici, vous allez avoir justement une petite fenêtre qui va se créer avec différents icônes. Et on va juste rapidement voir sur, par exemple, Iron Man. On va refaire juste une partie de cette illustration-là.
et vous montrer à quoi sert le Pathfinder. Alors là, par exemple, j'aimerais faire le trou des yeux et ensuite faire les yeux également à l'intérieur. Alors là, je vais venir avec la plume, je vais tracer. Là, je vois qu'il n'y a pas de courbure, mais ici, il y en a une. Donc, je vais cliquer, glisser pour prévoir la courbure. Et ensuite, je vais venir ici, je vais cliquer et je vais lâcher. Je vais continuer mon tracé. Voilà, de cette manière-là, j'ai fait justement, j'ai orienté mon tracé. Ensuite, après, je vais juste là décocher l'œil pour le masquer parce que j'aimerais faire l'autre zone par-dessus. Donc, je vais juste aussi verrouiller le calque d'Iron Man en cliquant sur le petit cadenas pour être sûr de ne pas le déplacer ou quoi que ce soit. Donc là, sur le tracé de rectangle, je vais isoler cette zone marron là de l'œil. Donc je vais en fait faire juste un tracé qui va séparer le blanc du marron. Alors là, je vais enlever le fond. Ici, là, je vais dans mon nuancier à droite. Je vais cliquer sur le fond et je vais cliquer sur le petit carré avec la barre rouge qui va lui enlever son fond. Alors pourquoi je fais ça? C'est parce que je vais refaire apparaître justement mon tracé, ma forme précédente. Je vais la sélectionner et je vais sélectionner également mon autre tracé du dessus en faisant majuscule et en cliquant sur le rond. Je vais justement maintenant utiliser le Pathfinder. Le Pathfinder, il faut imaginer que c'est, comme je l'expliquais pendant le cours, comme les formes que vous pouvez utiliser quand vous faites des gâteaux de Noël, qui sont des, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais peut-être des emporte-pièces, je ne sais pas, cette espèce de forme métallique comme ça que vous appuyez sur la pâte et qui va séparer simplement la pâte extérieure de la pâte intérieure qui aura la forme que vous allez lui donner. Il faut imaginer justement que mon trait fin là, c'est justement celui qui va couper cette pâte blanche, si on peut garder un petit peu cette métaphore. Et en utilisant justement le Pathfinder, vous allez avoir ici, division. Donc en fait, en cliquant dessus, vous allez voir qu'il va faire un groupe. Et à l'intérieur, quand on le déplie avec la petite flèche, on va bien avoir deux formes, une première et une deuxième. La deuxième là, par exemple, je vais aller utiliser la pipette pour aller prendre le marron. Et je vais sélectionner la flèche blanche, sélectionner le blanc, cliquer sur la pipette et aller cliquer sur le gris. Alors là, on remarque par exemple que là, il y a un petit contour blanc autour de l'œil. Donc ce qu'on peut faire, c'est rajouter un contour blanc. Alors là, vous avez remarqué, je n'ai de nouveau plus le nuancier. Donc je vais aller chercher. Je vais chercher dans nuancier par défaut, RVB de base. Je les sélectionne, je les glisse. Hop. Et là, je vais donc sur mon contour mettre un contour blanc. Là, on voit que le contour, malheureusement, lui, il déborde forcément. Je vais augmenter sa taille, il déborde. Moi, ce que je veux, c'est contenir à l'intérieur. Donc comme on l'a vu tout à l'heure, je vais dans contour et je vais le contenir à l'intérieur. Je vais peut-être réduire un peu sa taille de cette manière-là. Là, on voit aussi que dans le marron, c'est pareil, il y a un contour d'un marron un peu sombre. Donc là, si je clique sur marron, vous avez vu, il sectionne tout parce qu'en fait, il est groupé. Donc on peut double-cliquer sur l'élément et rentrer dans le groupe. Donc je vais sélectionner la flèche blanche, sélectionner l'élément marron. Et pareil ici, je vais venir glisser un marron sombre en contour. Alors là, je me rends compte que les marrons sont identiques, donc je vais changer la couleur en double-cliquant dessus. Et je vais venir modifier le marron. Là, pareil, le contour, il est aussi à l'extérieur. Moi, ce que je voudrais qu'il reste à l'intérieur de la forme. Donc je vais dans mon contour et je vais cliquer sur l'intérieur. Et de cette manière-là, j'ai bien les contours qui sont contenus à l'intérieur. Alors, juste pour rester sur le Pathfinder, on va juste faire un petit exercice à l'extérieur de la zone de travail, enfin de l'espace de travail. Si par exemple, je prends un carré et je prends un rond, je vais juste le différencier par sa couleur. Si je sélectionne les deux éléments, si je clique sur l'élément qu'on a vu d'avant, il va bien me faire une forme comme ça, une forme comme ça, une forme comme ça. Mais il existe dans le Pathfinder d'autres manières de faire ces fusions. Vous avez donc là les modes de forme. Soit ils additionnent les formes, soit ils soustraient la forme. Donc on soustrait une seule forme qui a été coupée par la deuxième. Vous avez l'intersection et vous avez tout sauf l'intersection. Voilà.
Vous avez remarqué, là, on peut faire un Pac-Man en faisant ce genre de choses. Et ceux du dessus, donc celui qu'on a vu tout d'abord. Et ensuite, après, vous avez le pochoir, où là, en fait, ça garde la forme, mais ça soustrait en dessous. Vous avez la fusion, qui correspond en fait à la même chose, c'est juste qu'après, ça va grouper. Hop, je reviens un peu en arrière. En fait, vous avez vu ces différentes choses qu'il faut tester, qui correspondent un peu à votre... là, par exemple, ça conserve les contours. Alors là, bien sûr, tout est groupé. Mais si on va chercher les éléments et qu'on les sort du groupe, on peut les modifier un par un. Alors, je vais juste tout sélectionner et donner tous le même contour. Voilà, c'est juste pour vous montrer que... Voilà. Donc le Pathfinder, en fait, ça vous permet de découper vos formes, justement, comme en pâtisserie. C'est juste que chaque élément donne des choses bien différentes et ça à vous aussi de moduler en fonction de ce dont vous avez besoin. Je vais faire une dernière incursion et ensuite après je m'arrêterai là pour un cours d'initiation parce qu'après on peut aller encore 2 fois plus loin dans le logiciel. C'est juste, je vous avais parlé dans Objet de décomposer ici, de l'option décomposer et elle est un peu intéressante dans le sens où justement en imaginant que ici par exemple je veuille faire cette partie là, on voit qu'il y a un contour. Et qu'à l'intérieur, on a le remplissage avec un dégradé qui va d'un blanc à un marron. Ici, je vois que j'ai pas de dégradé, donc je vais chercher mon fond et je vais aller dans dégradé et je clique sur dégradé. Ensuite, je vais modifier la couleur de mon dégradé. Alors, je peux regarder en face parce que c'est symétrique. Je peux ici aller pipeter le blanc. Hop. Par exemple, ce blanc-là. J'aimerais avoir ce beige ici. Donc là, le problème, c'est que je ne peux pas récupérer ici. Alors, je pourrais bien avoir quelque chose qui ressemble, aller à l'œil ici en modifiant les valeurs. Alors ici, les valeurs, on peut aller, hop, je vais aller dans TLS pour teinte, saturation. Alors bien sûr, je pourrais modifier comme ça les couleurs. Mais c'est pas top. Ça marche pas bien. Donc là, le mieux, en fait, c'est d'aller pipeter des couleurs. Hop, je vais pipeter la couleur de départ, qui va s'afficher. Alors malheureusement, là, elle s'applique à la sélection que j'avais faite, donc je vais désélectionner cet objet là, je vais pipeter la couleur ici, elle va s'afficher dans le fond ici. En la descendant dans le chutier, je peux comme ça la conserver et la sauvegarder. Ensuite je vais aller sélectionner le truc du dessus, qui est plus sombre, et je vais la glisser et je vais la mettre ici. Pareil pour le contour, je vais pipeter et la mettre là. Comme ça je sais que ces 3 couleurs là, c'est les 3 couleurs dont je vais avoir besoin pour ma forme que je viens de créer. Donc je resélectionne cette forme, et là je reviens dans le dégradé, et là je peux glisser comme ça, en faisant descendre les éléments, enfin les couleurs, pardon, dans le dégradé. Sauf que là le dégradé, je vois qu'il n'est pas du tout dans le bon sens, donc je vais récupérer mon outil dégradé, et comme tout à l'heure, je vous l'ai expliqué, vous commencez par la couleur qui est à gauche, vous finissez par celle qui est à droite dans l'amplitude que vous donnez. Donc là je vois que ça part de la pointe, et ça va vers le haut. Donc là je pars vers la pointe, en effet miroir, et je remonte. De cette manière-là, je me rends compte que mon contour n'est pas bon. Mais là, j'ai pré-pipeté la couleur. Donc la couleur, je vais la glisser sur le fond. Et de cette manière-là, je me retrouve donc avec les différents éléments. Alors, le problème, c'est qu'on voit que ça part en pointe comme ça. Là. Et moi, ce que j'aimerais, c'est peut-être séparer les éléments, le contour du fond. Donc je pourrais bien dupliquer l'élément et ensuite après enlever le contour pour l'un et enlever le fond pour l'autre. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Objet et je vais faire décomposer. Et en faisant décomposer, il me propose, est-ce que je veux décomposer le fond, le contour? Est-ce que je veux, là par exemple, est-ce que je le dégrade, je le dégrade en plusieurs objets? Alors là, moi je vais le garder en filet dégradé pour conserver le dégradé. Donc d'un côté on a le dégradé et de l'autre il a le tracé. Alors le tracé, vous avez remarqué qu'il l'a décomposé comme une forme dorénavant.
Et de cette manière-là, on peut par exemple donner à ce contour-là qui était à la base un simple contour, on peut en fait, vu que là maintenant c'est devenu une forme, on peut lui redonner un contour. Vous l'avez vu, là il y a un petit dégradé un peu plus clair. On peut venir ici et on peut cliquer sur la couleur de fond, la glisser dans le bordure et là commencer justement à modifier sa teinte en double-cliquant dessus, par exemple, ou dans couleur ici, hop, d'aller remettre en TLS et de commencer à donner plus de luminosité par exemple à son contour. Je vais modifier un peu la teinte, modifier la saturation et donc là hop, on a un contour comme ça, un peu plus clair. Alors là on se rend compte que c'est en pointe, donc c'est pas tout à fait idéal et finalement le mieux ce serait de modifier, comme on l'a vu avec cet outil, justement la bordure. Par exemple là on va reprendre, on va revenir en arrière, on va revenir au moment où justement le dégradé était fait, les couleurs étaient mises. Et là par exemple, je suis revenu en arrière avec la forme, justement avec son contour. Et je peux venir ici avec l'outil qui permet de modifier l'épaisseur, venir modifier l'épaisseur du bout. Voilà. Donc voilà, on a fait le tour de tous les outils et des bases pour l'initiation toujours à Illustrator. Alors il se peut que dans l'ancien cours que j'avais fait sur Illustrator, dont je vais vous mettre le lien directement là pendant que je parle, il sera en plein au milieu de l'écran, je vous mettrai un lien vers la vidéo. Il se peut que je donne des notions autres que celles que j'ai données jusqu'à présent. Donc n'hésitez pas à aller vers cette vidéo là pour justement voir une autre manière. J'avais peut-être des années d'expérience en moins, mais j'avais peut-être une approche peut-être plus débutant sur le logiciel et une approche qui peut peut-être justement vous satisfaire. N'hésitez pas à me donner vos questions dans les commentaires de la vidéo ou me laisser un message sur ma page Facebook professionnelle Thibaut Micos.